vous voulez peut-être des explications. Je le conçois. Non, c'est pas une voiture juste pour aller chercher le bois. Ce serait dommage. Ouais, il fait froid aujourd'hui. En fait, c'est beaucoup plus qu'une voiture pour aller chercher le bois. C'est un cadeau d'un des abonnés. Et c'est quand même un beau cadeau. Alors je vous arrête tout de suite. Enfin, pour ceux qui connaissent, ils ont bien vu que c'était ni une STI, ni une WRX. Mais c'est pas une 2 litres GL non plus. C'est une Impreza 2 litres R. Donc, pas 106 chevaux, ni 125, 160. Ce qui est bien pour ce qu'on va faire avec. En principe, le projet d'hiver, on le commence plutôt à l'automne. C'est donc une voiture pour aller rouler dans la neige. J'avais déjà pratiqué avec ma première Audi 200. On est bien là, hein, l'air pur. Ah, c'était sympa, mais elle restait quand même trop longue, trop lourde et relativement mal chaussée. Je me fais tabasser par la neige là. Puis l'hiver dernier, j'ai eu l'occasion de goûter de nouveau à cette pratique à bord d'une Mazda 323 GTX qui semble ici à l'aise comme moi, pieds nus. Ah ouais, ça fait de jolies soirées avec son lot de rebondissements. Là, tu l'as bien élargi là-haut. L'ambiance est fraîche mais conviviale. C'est reparti. Reste sur la route. Oh, regarde, on commence à bien avoir nettoyé. Ouais, mais surtout il neige plus là. Magnifique, a été magnifique ça. Et j'ai eu moi-même l'occasion de m'y essayer et de constater que je reste un grand débutant sur ce terrain. Mais reprenons là où on en était. Pourquoi d'ailleurs je l'ai fait début décembre. C'est que la place était prise pendant tout le temps où je voulais m'occuper de ce truc par une italienne revêche. Et comme elle fonctionne pendant plus de 2 minutes maintenant, j'en ai profité pour la dégager et puis mettre ça à la place, et elle n'est pas tout à fait prête à y aller. On dirait comme ça, hein. C'est vrai que même moi je me suis dit, elle fonctionne bien en l'état. Mais non, on a des choses à faire avant, et bon, quand je rentre une voiture dans ce sens-là, c'est qu'il va se passer quelque chose. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai une sorte de passif un peu douloureux avec les japonaises. Le problème n'est pas résolu, on va recommencer à merder comme avant. Mais je suis soulagé. Après les démarrages pénibles à froid, les démarrages pénibles à chaud. Bon bah du coup on va commencer doucement hein. Il va falloir arrêter de raconter des saloperies au sujet des japonaises. C'est vrai que je suis pas toujours tendre avec les japonaises. Une Toyota Corolla. César, de son beau prénom, m'a filé cette voiture. Enfin, pas exactement donné, plutôt échangé contre des stickers et 1 euro symbolique. Parce que lui, il a d'autres Impreza, il voulait me faire un cadeau, et celle-ci, elle fait un joint de culasse, manifestement. C'est assez discret parce que finalement, la température, je l'ai vue qu'une seule fois dépasser le milieu de la jauge. Mais j'ai regardé, ouais, il y a bien des bulles qui remontent dans le vase d'expansion. Et si vous avez fait attention aux petites scènes de ces dernières minutes, vous avez entendu qu'à la réaccélération, il y a une ou plusieurs ratés à chaque fois, et on peut supposer qu'en fait, c'est le liquide qui rentre dans le circuit, enfin dans la chambre de combustion, et ça éteint plus ou moins la bougie, on va dire. Malheureusement, j'ai jamais rencontré ce généreux donateur. En revanche, j'ai pu faire de nouveau bosser Manu, notre spécialiste Mercedes. C'est lui qui m'a apporté l'Impreza. Ça s'est passé ton trajet? Tranquille. C'est pas une remorque de location celle-là? Non, c'est ça la mienne. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. T'es maudit toi avec les feux. Je crois que je suis maudit avec les transports que je fais pour toi parce que ça se passait nickel. C'est terrible.
S'agissant d'un problème de joint de culasse vraiment timide, j'ai pu tester la voiture pour quelques dizaines de kilomètres pour jauger de son potentiel. Ma conclusion ? Ben, il y en a. La transmission intégrale est efficace, la gamme courte permet de rester dans la bonne plage de couple sur terrain meuble, et cet exemplaire en particulier donne l'impression d'être en bon état général. Je vous rassure, on est en montée. C'est pas une fusée, mais elle devrait pouvoir s'acquitter de sa mission honorablement, enfin j'espère. Avant même de faire quoi que ce soit sur la mécanique, j'ai bousculé mon sens des priorités en lui achetant un capot en meilleur état puisque la voiture est grêlée et qu'en plus la peinture s'était totalement barrée sur ce panneau. À 200-300 mètres de distance avec un capot remplacé, elle devrait pouvoir présenter convenablement. Donc j'en ai trouvé un de la bonne couleur. Le seul truc suspect c'était les deux bandes tuning posées dessus. Je serais pas étonné qu'en dessous il y a un truc un peu dégueulasse. Bon bah j'avais bien vu on dirait. Ah ben faut admettre que j'ai été hyper productif, de février à décembre, c'est la seule chose que j'ai faite sur cette voiture. Le reste du temps elle est restée sagement à attendre que je m'en occupe. Voilà où on se raccroche à la dernière branche de cette chronologie à la logique discutable. Normalement, elle démarre sans trop de problèmes. Je disais donc, elle démarre sans trop de problèmes. Heureusement, la 5e tentative a été la bonne. Ça fait toujours un peu chier de démonter la mécanique d'une voiture qui semble fonctionner correctement. Moi-même, j'ai pas mal roulé avec, enfin pas mal. J'ai fait 100 bornes avec pour voir. Il y a très peu de fois où j'ai pu détecter un problème de surchauffe. En fait, ce qui m'a vraiment décidé à m'y mettre et à confirmer que le diagnostic était bon, c'est que il y a bien des bulles qui remontent très régulièrement du vase d'expansion. Donc une fois le bois déposé au bercail, il faut trouver la motivation de s'y mettre. Heureusement, ça tombe du ciel. Si ça, c'est pas un signe du destin quand même. Je ramène juste la voiture et la neige commence à tomber. Mais il va falloir se bouger le fion. J'ai toutes les pièces. Autoshop me les a envoyées il y a déjà un petit moment. C'est moi qui suis en retard pour le coup. Je vous rappelle qu'il y a un beau code promo chez eux et que c'est une équipe qui n'attend que votre appel pour vous renseigner, contrairement à certains vendeurs automobiles qui vendent et de la contrefaçon et qui en ont à peu près rien à foutre de vous. Donc, commençons par le commencement. Voilà, un très bon début. Si vous vous dites que cette Impreza est particulièrement laide, je suis absolument d'accord avec vous. Pour moi, c'est l'une des générations les moins réussies esthétiquement. Je préférais même la précédente avec les sortes de phares en forme d'yeux d'insectes. Mais c'est pas vraiment l'important ici. C'est un beau cadeau, encore une fois, qu'on m'a fait parce qu'elle fonctionne vraiment bien. À part ce souci de joint de culasse, franchement, j'ai été assez impressionné. Il y a quelques pièces performance qui sont installées là. Un radiateur, je sais plus la marque, Yoshimura ou un truc comme ça. un truc connu. J'aurais aussi simplement pu lire la marque sur le bouchon. On a un échappement monofiste. J'ai des grandes mains, mais normalement ça rentre. Ça souffle. Il n'y a pas eu de mélange dans l'huile pour l'instant. Bon, à 9 minutes et quelques de la vidéo, je crois qu'il est plus que temps de se lancer dans la mécanique pour de bon. Est-ce qu'on arrive à virer tout d'un coup? Un dernier truc de pencher. Là on est en compagnie de personnes qui ont réfléchi à comment on allait faire à chaque démontage. J'apprécie le geste les gars. Autant j'adore critiquer les productions automobiles japonaises, sûrement en partie par esprit de contradiction, mais il faut admettre que cette voiture est très bien pensée pour ce qui est de l'assemblage. C'est à ce moment-là que c'est un carnage normalement.
Ça a été très très chiant, mais je m'en sors pas mal. Ouf. Bah, il y a encore un condenseur à remplacer, on dirait. Décidément. Ok, ça fait de la place déjà. Donc ouais, le fameux condenseur. C'est pas l'idéal. Attends, je le range dedans et puis voilà, c'est réparé. Non, c'est pas bon. Ça veut pas dire qu'il fuit. Mais bon. Bon, je sais plus si elle marche la clim. Il m'avait semblé qu'elle fonctionnait. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour éviter de casser des vis, et ça a été aussi le cas pour le collecteur d'échappement, et j'y suis arrivé. Là, on a le collecteur d'échappement le plus étrange que j'ai vu jusqu'à présent. Heureusement, ça n'a pas l'air trop merdique à enlever. Faut juste espérer que les vis soient pas grippées. Ah, ce moment de suspense où on sait pas si c'est la vis qui va casser ou si elle est en train de se desserrer. J'avais pas super envie de déverser de l'huile de direction assistée partout, donc j'ai séparé la pompe du moteur en me disant que ce serait plus facile de vider le circuit par la suite. Dégage la batterie, de toute façon elle est cuite. C'est pas celle-là que je remettrai. Ça aussi. Maintenant, est-ce que le circuit de clim est vide ou pas? Je crois qu'il n'est pas vide. Donc, on va déposer le compresseur. Et on va le laisser sur la bagnole, je pense que c'est le mieux à faire. J'espère qu'il y a assez de flexibilité dans les durites pour que ça puisse aller jusque là. Sinon je serais pas beaucoup plus avancé. Ça a l'air pas mal. Voilà. Une fois le moteur enlevé, bah, je pourrais remettre juste le compresseur là et ça me permettra de fermer le capot. Et là je crois que je suis en train de perdre mon temps parce que c'est complètement inutile de me retirer ce support moteur, c'est celui supérieur, mais en fait il est attaché à la boîte, donc bah ça n'a aucun intérêt. Après j'ai retiré les vis de la boîte et c'était plutôt vite fait. Je dis pas de bêtises là, je vais enlever la dernière vis. Enfin c'est un écrou. Support moteur droit. Et ben maintenant on va assembler la chèvre. Puis on va voir si ça vient. Encore que je me grouille parce qu'il va pleuvoir. Enfin, il y a des gouttes qui tombent et j'aimerais éviter d'exploser cette caméra. Je sais pas trop ce que ça va donner en termes de centrage. Normalement on est pas mal. Voilà. C'est centré, on y va. Essayer de séparer un peu mieux la boîte. C'est bon, ça sort normalement.
vérifier que plus rien n'est branché. Habituellement il reste au moins 2-3 trucs que j'ai oubliés. Sauf que là je vois rien de plus, ce qui est étonnant. Très étonnant même. Mais bon, si c'est mon destin. Vous pouvez admirer le magnifique équilibrage de mon point d'attache. Bon, moi j'allais me chercher une palette, ça sera mieux. Mais pas avant d'avoir vidangé le moteur. Là, la priorité, c'est de déculasser pour pouvoir rapidement faire le contrôle de planéité. Je pense savoir où le faire. C'est bien gras là-dedans. Reste à savoir si c'est de l'huile moteur ou de l'huile de boîte. J'aurais plus tendance à dire huile moteur. Mais c'est... ouais. Bon, on verra bien quand on virera l'embrayage, de toute façon, puisque on va mettre un 9 à la place tant qu'on y est. D'autant plus que on n'a pas de trace d'un précédent remplacement. Profitons d'avoir sous nos yeux ce moteur complet hors de la voiture pour donner quelques précisions à son sujet. Évidemment, s'agissant d'une production Subaru, c'est un boxer, comme la 33 qui m'a occupé l'été dernier. Par contre, celui-ci est nettement plus gros, c'est un 2 litres comme son nom de code le laisse deviner. EJ20. Cette variante porte le nom de code EJ204, et il arbore 2 arbres à cam par bande cylindre pour commander ses 16 soupapes. Il est donné pour 160 chevaux à 6400 tours et 186 Nm, un régime plutôt bas pour un Atmo 16 soupapes de l'époque, 3200 tours. Ça c'est sûrement grâce au calage variable dont bénéficient les 2 arbres à cam d'admission. J'étais pas certain, mais il y a bien un repère sur la poulie Villebrequin. Il y a un petit décrochement ici, alors je suppose qu'on le met à 0 qui doit être le PMH. Je vérifierai selon le calage des arbres à cam après. Mais de toute façon on va l'enlever là. Et on verra ce qui se passe. Normalement à la clé à choc ça devrait bien se passer. De toute façon à l'arrière je peux gentiment me bloquer sur la couronne du démarreur. Ça devrait pas présenter de difficulté. Un jour il faudrait que je m'achète l'outil qui permet de faire ça proprement au lieu de mettre je sais plus un levier, n'importe quoi. Propre là-dedans. Par contre, je suis pas calé. Le calage variable que j'ai mentionné plus tôt est opéré par la poulie duo visible ici, nom de baptême AVCS. C'est calé à 30 degrés, c'est... bon. Pourquoi pas. Là j'ai pas tardé à remarquer un truc bizarre. J'ai quand même l'impression qu'il est pas bien calé ce moteur. Ils ont mis un repère là, en face de ça, mais en fait ça devrait être pile poil là, à côté à gauche. Ici, on n'est pas en face, alors que là, oui. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ouais, il y a un souci en fait. J'avais rien remarqué de spécial à l'usage, mais peut-être qu'elle fonctionnera encore mieux après le remontage. C'est malheureusement pas un de ces modèles où on peut passer une clé pour pouvoir déposer les poulies. Et là, ça va être vraiment merdique. Bon allez, on va virer cette courroie. Pour la retirer sans trop galérer, j'essaye de contraindre le tendeur et de remettre en place une goupille, mais c'est pas évident.
c'est une courroie du genre balèze, hein. Elle risque pas de s'enfuir. Ça, c'est ce que je croyais. C'est mort. Ça va. Ça va. Je vous épargne l'heure et demie qui a suivi, ça a pas été très drôle et ça m'a pas réconcilié avec ces voitures malheureusement. Ouais, bah ça a pas changé. Je déteste les voitures de cette nationalité. Je les hais. Et apparemment elles me haïssent aussi. Ben voilà, elles sont réputées pour ça, hein, ces vis de poulie. Déjà, ben, il n'y a pas, à part l'outil spécial à la con qui est nécessaire pour brider les poulies, on peut aussi utiliser la courroie. C'est serré tellement fort que la courroie d'origine, je l'ai pété 3 fois. Ensuite, j'ai pris l'ancienne courroie de la Maserati, qui elle n'a pas pété, mais j'ai arrondi l'empreinte 6 pans. Et donc j'ai mis en force une YZN, mais c'est pas suffisant, donc bah, il reste la dernière possibilité. Enfin non, il y a 2 possibilités, mais j'en vois qu'une de réaliste, c'est bah, percer. Parce que sinon c'est soudé risqué. Déjà parce que ça c'est de la bakélite, donc le plastique. Et ça, bah, il y a le calage variable et c'est quand même un peu fragile. Ça doit pas aimer chauffer à 400 degrés, 1000. A priori, j'ai fait les choses correctement parce que j'ai pas touché à la poulie en tant que telle. Voilà. Bah, je vais devoir acheter de nouvelles vis. En faisant bien attention à prendre les bonnes pour celle-là parce que c'est des vis creuses. Il y a un trou au milieu pour le passage de l'huile. Normalement, ça devrait pouvoir se déposer assez facilement ce qui reste là. Ouais, ça aussi c'est ce que je croyais. Je l'espère parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a du frein filé et ça ce serait vraiment pas une bonne nouvelle. Pour l'instant ça bouge pas, hein. Allez, dis-moi que tu viens sans trop faire chier. Pitié. Oh là là, ça pue du cul ça. Génial. Au moment où on pense en avoir fini avec un merdier, en fait non, on est juste au début. Là j'arrivais pas à voir si c'était la vis qui se desserrait ou si c'était le chiffon qui glissait sur l'arbre à cam. Oh la vache, quelle merde. Si, ça y est. Ça tourne. Donc oui, il y a du frein filé là. Voilà. Encore 3 fois à se farcir ce merdier. Je réessaye quand même au cas où les techniques du bridage avec une courroie. Le problème c'est que je suis tout seul là et que le moteur il va vouloir se lever à mort. Littéralement voir des étoiles là.
Voilà, foiré aussi. Non mais... Ah, je suis désolé, mais c'est pas le serrage normal, ça, c'est pas possible. Quel supplice. Pour le reste, c'est toujours pareil. En quête d'une astuce magique dans le monde merveilleux d'Internet, je suis tombé maintes fois sur ce que j'avais moi-même expérimenté sans succès, sauf que les auteurs de ces super tutos indiquent que c'est facile et que les vis viennent toutes seules. On n'est pas tombé sur les mêmes vis apparemment. Quelle saloperie. Et elles sont serrées à combien de newton-mètres à votre avis là? Eh ben, on s'est bien amusé aujourd'hui. Ah la vache. J'ai cru que j'allais pas pouvoir l'enlever encore celui-là. Bon, je vous ai pas montré la fin parce que là il pleut trop pour l'appareil. Mais ça y est, j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé avec ça en tout cas. Maintenant, il faut virer les arbres à cam et puis tenter de déculasser en espérant que les douilles que j'ai trouvées fassent le job. On va voir ça. J'ai fait quelques marques en bridant les arbres à cam, mais bon, à cet endroit, ça n'a pas vraiment d'importance. Je penserai juste un peu pour pouvoir réinsérer les poulies sans forcer, mais ça m'inquiète pas trop. Donc là, la première chose à faire, c'est de déposer le collecteur d'admission qui est en une seule pièce et qui donc enserre les deux culasses ensemble dans tous les cas. Maintenant qu'on voit bien en dessous, on peut supposer qu'il y avait une fuite de liquide de refroidissement, sans doute au niveau des joints toriques qui sont situés sous cette pipe à eau. On arrive à un nouveau moment périlleux, celui de desserrer les vis de culasse avec une douille dans laquelle j'ai moyennement confiance. Bon, ça a l'air encourageant, voilà une première de faite. Mais sauf que elle en fera pas une deuxième apparemment. Ouais, c'est juste de la chiasse. Donc en attendant de trouver une douille de remplacement qui elle fera mieux le travail, j'ai juste avancé le démontage pour préparer le second déculassage. La bonne nouvelle, puisqu'il y en a une, c'est que le moteur semble être en super état. On est loin des pièces mâchonnées de la 3200 GT ici. Et puisqu'il nous reste encore 4 minutes de jour, on peut regarder l'état du kit d'embrayage. Il commence à être bien usé, ça tombe bien. Maintenant, comme j'aimerais vraiment savoir d'où vient la fuite d'huile, je vais enlever le volant moteur. La fuite est pas violente, mais bon, c'est un peu dégueulasse, ça en fout partout. Franchement, c'est vraiment difficile à dire. Je sais pas. Impossible à dire. Hier, on s'était engagé dans une opération quand même assez essentielle pour la suite de l'aventure. Et on avait été bloqué par ces douilles de... Voilà. J'ai acheté... Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Une douille pour les bougies qui est, par miracle, exactement celle qu'il me fallait. Comme on a un tout petit peu abîmé cette vissière, on l'aide un petit peu. Et maintenant, on va espérer que tout se passe beaucoup mieux que la veille. Avec l'adaptation.
adaptateur, c'est mieux. Bien, on est sur la bonne voie. Tu viens pas là. Si, il va venir. Je le vois, il est bien écarté là. Le seul truc qu'il retient, c'est la jauge à huile que j'ai oublié de virer. Je me disais bien qu'il restait des trucs. On remarque peut-être que sans ça, la culasse serait déjà par terre accidentellement. Donc c'est pas plus mal. Vraiment beau ce moteur, hein. Là je vois les marques de Honage. Elles sont encore largement visibles. Ça change des derniers moteurs que j'ai démontés. On le fera tourner tout à l'heure, je vous montrerai mieux dans quel état c'est. Bon, à ce stade, comme je m'y attendais, il n'y a pas de trace vraiment évidente de défaillance du joint. Tu vois, je confirme que le serrage n'est pas monstrueux hein. Sur ces culasses, c'était bien la douille d'hier qui était incroyablement merdique. Voilà, c'est décollé. Il y a juste un truc qui me surprend un petit peu, c'est l'aspect de chaque cylindre qui est assez différent au niveau des soupapes. Regardez les couleurs. Ici on est un peu jaune, ici on est un peu violet. Ici on est très blanc. Est-ce qu'on a tourné pauvre? Je sais pas, pourtant la bougie a l'air plutôt normale. Et ici on retrouve à peu près la même teinte que là. Il y a une corrélation sûrement arrière-avant. Là on est sur les cylindres arrière. Mais ça me surprend cet aspect-là notamment. Ouais. C'est pas lavé non plus, mais c'est bizarre. Et je vois toujours rien niveau aspect qui puisse montrer d'où vient le passage de compression dans le liquide de refroidissement. Que ce soit sur les joints de culasse, sur les culasses ou sur le bloc, j'ai rien trouvé. Ça fait bien plaisir de retrouver un moteur dans cet état. Vous voyez les marques de Honage. J'ai donné juste un petit coup de chiffon ici pour voir, ça se nettoie très bien. Mais là, c'est rien du tout. Vraiment magnifique. Aucune rayure dans les cylindres. Ça, c'est un moteur qui a été quand même vidangé assez régulièrement, qui a toujours eu son filtre à air. Rien à redire, c'est impeccable. Bon, par ailleurs, je suis qu'à moitié étonné que le problème d'étanchéité soit pas clairement visible. La prélude, qui présentait des symptômes bien plus pénibles, ne laissait voir aucun défaut manifeste non plus. C'est probablement le moment du contrôle et de la rectification qui nous apportera un éclairage sur le problème. Je vais donc essayer de passer cette étape le plus rapidement possible, histoire de pas laisser ce moteur ouvert trop longtemps dehors à la merci de l'humidité. Et puis simplement j'ai très hâte de la voir fonctionner et de pouvoir tâter de son potentiel, notamment sur la neige. J'ai bien prévu 2-3 aménagements qui devraient nous aider. Voilà, on en est là pour l'instant. Nos deux culasses sont prêtes à être traitées par quelqu'un de compétent. Je vous avais dit, je sais à qui les confier justement. Donc c'est ce qu'on va faire, on va juste attendre qu'il soit disponible. Autrement, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour remonter à quelques détails près. Les vis des poulies d'Abracam, voilà. Évidemment, maintenant j'ai besoin de les remplacer. L'épisode suivant sera l'occasion de vous montrer à quoi ressemble la voiture en état de fonctionnement, avec une distribution bien calée et j'espère pas de joint de culasse défaillant. C'est ce qu'on verra, c'est ce que j'espère, c'est ce que je vais essayer de faire. Et puis il restera à découvrir les autres défauts de la voiture que j'ai pas pu vraiment découvrir jusqu'à présent. Et surtout, j'espère que je pourrai la mettre dans la situation que j'avais prévue. Alors oui, exploiter pleinement une voiture sur la neige et la glace dégrade relativement vite son état. Point de consolation numéro 1, celle-ci est loin d'être parfaite esthétiquement et la rouille est déjà présente à certains endroits. Ça veut pas dire que je vais laisser les choses empirer sans rien faire, au contraire. Je vais essayer d'en prendre soin et de la protéger autant que possible. Après tout, on s'est déjà attaqué à bien plus rincé que ça, non ? C'est pas cette fois-ci que je vais pouvoir faire une sortie pleine de panache. Non, là, je vais rien. Donc à la prochaine avec celle-ci ou une autre. Ciao.